Bonjour, je suis Alexandre Leboutillier, cofondateur d'Imagia. Je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé pour aider la lutte contre le cancer. Depuis ta jeunesse, tu es animé par le désir de faire une différence pour la communauté et tu as lancé ton premier projet environnemental, je crois, au secondaire. Est-ce que tu pensais que ce dernier t'amènerait à améliorer et à sauver des vies humaines? Je pense que c'est important de constater nos différences. Même si on est tous des humains, on a des petites différences. Et moi, j'avais ce désir de faire justement cette différence en environnement d'abord. C'était un petit peu moins populaire, les changements climatiques, il y a 30 ans, mais c'est sûr que maintenant, c'est très d'actualité. Je m'étais mis comme objectif de faire du recyclage à mon école. Donc, c'est sûr que quand on se donne un objectif, on ne peut pas le dépasser. Donc, j'ai quand même atteint cet objectif-là à l'école. Je l'ai fait plus tard au cégep. Donc, m'assurer qu'on faisait les bons gestes environnementaux. Mais je pense que ma nature était de vouloir aider. Donc, je pense que c'est là qu'est amené le chemin vers le domaine de la santé par la suite. Et quand est venue ta première exposition dans le monde des STEM? Oh, c'est devenu très tôt du côté ludique avec les jeux vidéo. Puis je pense que c'est important de faire la différence entre jouer à des jeux ou les concevoir ou fabriquer des logiciels qui vont servir dans le domaine de la santé. C'est deux choses complètement différentes. Donc, quand on commençait à jouer avec les jeux rapidement, bien, je me suis dit, on va les modifier. Donc, on a commencé à ouvrir le code, c'était en BASIC à l'époque, et on faisait des choses un peu à l'extérieur de la boîte. Donc ça aussi, c'est important d'explorer les limites assez tôt. Est-ce que c'était la première fois que tu as programmé également? Oui, avec essai-erreur, parce qu'on n'avait pas la formation, mais en regardant un peu les lignes de code, t'apprendre. Puis, c'était quel jeu que tu avais commencé ou modifié? Oh, c'était un jeu de petite voiture, là, quelque chose d'assez simple, mais faut changer les objectifs du jeu aussi. Il faut changer les règles du jeu. Est-ce qu'on peut dire, dans le fond, par rapport à la formation que tu as intégré l'intelligence artificielle par la suite ou elle était déjà partie prenante depuis le début? Donc, c'est sûr qu'en faisant une formation assez longue en informatique, en calcul parallèle, en recherche opérationnelle, j'ai fait aussi des cours d'intelligence artificielle. Et pour moi, ça a toujours été le travail sur les données. Donc, dans les données, qu'est-ce qu'on en fait pour résoudre un problème? Et c'est sûr que l'intelligence artificielle amène cette vision des données où on peut trouver des patterns dans les données, des patrons qui peuvent nous aider à prédire l'avenir, si je peux utiliser ce terme. Donc, c'est sûr que là, l'intelligence artificielle a pris tout son sens dans la santé. Est-ce que tu trouves que, dans le fond, à travers ton profil en informatique, ton métier a beaucoup évolué avec le temps également? Oui, parce qu'au début, on est plus au niveau programmation, puis plus on évolue souvent dans notre carrière en fonction des choix, on va plus du côté gestion. Mais la compréhension intrinsèque de qu'est-ce qu'un programme informatique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quelles limites on veut repousser, c'est très important. Donc, tout ce que j'ai appris me sert à construire l'avenir. Pourquoi le mariage entre la science de la vie, la santé et l'intelligence artificielle? Bien, je t'ai parlé un peu de mon désir au début de faire des changements au niveau environnementaux. Donc, toujours ce côté altruiste, faut aider les autres, faut pas juste s'aider soi-même. Je voyais les percées en intelligence artificielle il y a quelques années et je trouvais qu'il y avait un grand potentiel en santé. Malheureusement, mon père m'a annoncé la nouvelle de son cancer terminal. J'ai beaucoup lu sur l'oncologie et c'est sûr que je me suis dit qu'on pouvait appliquer l'IA pour diagnostiquer plus tôt, plus rapidement et peut-être orienter mieux les traitements. Parce qu'il y a beaucoup de choses des choix qui sont difficiles, des choix de traitement, des choix de diagnostic. Et l'IA, c'est sûr que c'est un outil de plus pour mieux outiller les oncologues, les radiologues, les chirurgiens à mieux faire leur travail. Donc, c'est qu'est-ce que Imagia fait à l'aide au niveau de la détection, de la prévention? Donc, nous, on est vraiment en programme de dépistage, en programme de traitement, donc au niveau du diagnostic. Donc, si tu as un problème ou si tu as fait ton dépistage annuel, quand tu es un petit peu plus vieux, à chaque année, il y a des programmes de dépistage qui doivent être mis en place. Si on trouve quelque chose, bien, il faut le trouver le plus tôt possible. Parce que quand le cancer est pris tôt, généralement, ça va bien. Quand il est pris trop tard, bien, c'est là que les problèmes commencent. Et après ça, la deuxième décision, une fois qu'on a trouvé le type de cancer, c'est quel traitement on doit choisir. Donc, tout se fait au niveau numérique, en analysant plusieurs données.
Donc, c'est sûr que si je regarde juste une image thoracique, bien, je vais avoir une portion de l'image du patient. Si je regarde des données génomiques, des données de rapport, des données de laboratoire, je commence à construire une image plus globale du patient. Et c'est ce qu'on veut, c'est avoir une image d'un point de vue pratique sur plusieurs signaux. On parle des multi-omiques. Et ça nous donne une meilleure compréhension de la différence de ce patient-là. Qu'est-ce que ce patient-là a comme maladie particulière avec ses mutations génomiques et quel traitement on devrait lui donner pour s'assurer des meilleures chances de survie. Et si on prend un angle un peu plus technique, est-ce que tu peux me donner des exemples d'algorithmes en IA que vous faites à Imagia? Oui, certainement. Donc, il y a des très bons traitements comme l'immunothérapie en cancer du poumon qui fonctionnent très bien pour certains patients, mais pour d'autres, c'est vraiment pas les bons traitements. Donc, c'est toujours ça, hein, des traitements, des fois, ça répond très bien pour un patient et d'autres fois, ça peut même te tuer. Hein. On donne quelque chose qui tue le cancer, donc il faut que ça soit bien calibré. Et la difficulté, c'est savoir, bien, est-ce que ce traitement-là va bien fonctionner pour moi ou au contraire, il va rien se passer et là, la maladie va évoluer ou pire, la maladie va prendre plus le dessus. Donc, en cancer du poumon, on arrive en regardant des données d'imagerie, des données cliniques, de prédire quel traitement va mieux fonctionner pour chaque personne. Donc là, on est vraiment dans la science-fiction. On regarde des données et on prédit qu'est-ce qu'on doit faire avec le patient. Et ça, c'est maintenant, on arrive à avoir ce genre de signal-là dans les données. Donc, c'est sûr qu'on aimerait que ça se rende en clinique. Là. Est-ce que, dans le fond, c'est de l'apprentissage profond et de la reconnaissance par imagerie médicale ou génomique? Alors, l'apprentissage profond, c'est ce qui a fait ces grandes percées depuis 5 ans. C'était là dans mes livres en 1990, mais ça l'a vraiment propulsé l'IA en termes de reconnaissance de patrons dans les images, dans les données. Il y a aussi toute la compréhension de la langue naturelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans des rapports. Des fois, tu lis ça, c'est presque de la poésie, mais il faut que tu en extrais l'information pertinente pour le problème que tu veux résoudre. Donc, il y a de l'apprentissage profond, il y a du traitement de la langue, il y a de la combinaison de différentes techniques qui sont plus anciennes. Donc, c'est pas parce qu'une nouvelle technique qui apparaît que tout ce qui était ancien doit être mis à la poubelle. Donc, c'est souvent une combinaison d'algorithmes qui font qu'on arrive à faire ces percées. Est-ce que vous intégrez aussi de l'apprentissage par renforcement? On est moins sur ce concept-là. Ça, c'est des choses qui ont très bien marché, par exemple, pour la détection, pas la détection. C'est des choses qui ont très bien marché pour concevoir des nouvelles protéines ou pour savoir comment les protéines se replient. Est-ce qu'on peut renforcer un algorithme en lui disant « ça, c'est un bon exemple, ça, c'est un mauvais exemple ». Nous, on focus plus sur la création automatique des modèles. Donc, dans un modèle d'intelligence artificielle, il y a plusieurs couches. Hein. On voit toujours ces réseaux de neurones qui sont profonds. Mais est-ce qu'on ne peut pas les fabriquer automatiquement? Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour fabriquer l'intelligence artificielle de façon la plus optimale possible. Toujours réfléchir hors de la boîte. Super intéressant, j'aimerais continuer là-dessus, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu des enjeux que Imagia a rencontrés, que ce soit des enjeux éthiques ou technologiques? Alors, le plus gros enjeu en médecine de précision, en oncologie de précision, c'est qu'on veut traiter des maladies qu'on comprend quand même de mieux en mieux. Donc, on est rendu au niveau de la mutation génomique. Quand on est rendu à ce niveau-là, puis on dit, ben toi, tu n'as pas juste un cancer du poumon, tu as tel type de mutation, mais il existe des fois des traitements spécifiques pour ces mutations-là. Par contre, chaque personne est différente. C'est pas parce que tu as une certaine mutation qu'il va se passer quelque chose. Donc, la question du biais est très importante. Si tu entraînes tes données juste sur des gens, sur une population américaine pour ton étude clinique, est-ce que ça va bien fonctionner au Québec? Est-ce que ça va bien fonctionner au Canada? On ne sait pas. Donc, c'est important d'avoir un jeu de données représentatif de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit s'assurer justement pour avoir des études cliniques qui ne soient pas juste des hommes de 45 ans, caucasiens, qui habitent dans telle région. Est-ce que, vu ce manque de données-là, ou plutôt pour avoir une grande base de données pour qu'elle soit représentative, si ce n'est pas le cas présentement, est-ce que c'est possible de générer des données pour qu'elles le soient? Alors, le problème avec les données synthétiques,
C'est lorsqu'on génère une donnée, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on génère. Donc, on peut peut-être perdre du signal qu'il y avait dans les données originales et ce qu'on va chercher dans ces données synthétiques, peut-être qu'on ne trouvera pas. Donc, je ne veux pas dire que les données synthétiques, c'est pas une bonne approche, mais à mon avis, c'est pas la meilleure approche. La meilleure approche, actuellement, c'est de regarder de façon fédérée, dans chaque hôpital, toutes les données, sans les sortir des hôpitaux. Parce qu'il y a toujours cette crainte de qu'est-ce qui va arriver avec mes données dans les hôpitaux. Donc, il y a cette notion de consentement du patient, les patients qui se font traiter, s'ils sont d'accord que leurs données puissent contribuer à la recherche, on les laisse dans les hôpitaux, on fait l'apprentissage dans un hôpital, et c'est seulement cet apprentissage-là qui sort de l'hôpital et qui va dans d'autres hôpitaux pour apprendre et augmenter cet apprentissage-là. Et ça, de façon itérative, avec plusieurs hôpitaux, on est capable de combiner différents apprentissages sur différentes populations, et souvent des populations, par chance, très petites dans un hôpital, mais ça, c'est pas bon pour l'intelligence artificielle. On a besoin de beaucoup de données. Où est-ce que tu vois ton domaine dans 5, 10, 15 ans? Là, on est en développement, donc c'est sûr, et en études cliniques. On voit très bien que la médecine comme elle est actuellement, avec ses longues files d'attente, que ça prend beaucoup de temps d'avoir le bon diagnostic, que ça prend beaucoup de temps d'avoir le bon traitement. On aimerait que toutes ces choses-là soient supportées par des évidences, soient supportées par les données pour mieux prendre ces décisions-là, les prendre plus rapides. Et on n'est pas juste dans un monde où on regarde les données, il y a aussi des tests physiques qui se font sur des patients. Il y a des biopsies, il y a des analyses en pathologie, il y a des prises de sang. On peut combiner ces deux types de données. Des données qui sont de routine, sur lesquelles on a fait un modèle d'intelligence artificielle, et ça aussi, ça peut déclencher un test physique, qui souvent est plus invasif, plus coûteux et plus long, mais on peut mieux le déclencher. Ou éventuellement, peut-être ne pas le faire si on a vraiment une certitude qu'il y aurait plus de danger de faire le test invasif. Donc, c'est cette combinaison de monde numérique avec le monde physique qui, je pense, va vraiment changer la médecine et qui va être la médecine de précision, mais accessible. Est-ce que tu crois que nos montres intelligentes vont également faire partie de l'équation? Oui, par contre, les montres intelligentes, malgré que certaines ont des approbations réglementaires, c'est souvent très pointu, très limité. Ça peut donner, puis on le voit, il y a des vies qui ont été sauvées avec des montres. Donc, c'est important d'avoir différents types de signaux, pas juste un seul signal. Et souvent que ces signaux-là soient intégrés. Donc, c'est sûr qu'un test qu'on fait à l'hôpital est probablement plus performant que le test que je fais sur ma montre, sur mon rythme cardiaque. Mais ça me permet d'être en mode préventif. Si j'ai un problème, bien là, on investigue. Donc, c'est cet entonnoir qu'on veut créer le plus intelligent possible pour être sûr qu'avec les données qu'on accumule, nous, comme individus, et les objets qui nous entourent, pour mieux déclencher, justement, l'aspect clinique par la suite. Mon avant-dernière question pour toi, c'est est-ce que tu as déjà rencontré des défis pendant tes études? Toujours. Je pense que ça vient des objectifs qu'on se fixe. Donc, c'est sûr que si on se fixe comme objectif d'avoir des bonnes notes, on va juste avoir des bonnes notes. On ne va jamais dépasser nos objectifs. C'est sûr qu'on peut être chanceux, mais je pense que ça m'est arrivé à certains moments de dire « ça va bien se passer cet examen, j'ai pas besoin d'étudier ». On reçoit la note 12%. C'est pas très bon. Hein? Donc, c'est sûr que le prochain examen, j'ai eu la meilleure note. Donc, c'est pas juste d'avoir des bonnes notes, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je peux faire avec ce bagage-là. Je pense que les défis en rétrospective que j'ai eus, je me posais pas ces questions-là. À quoi ça va me servir, ça? Donc, c'est le conseil que je peux donner, c'est essayer de trouver sa voie, essayer de se dire, à quoi ça peut me servir, trouver sa passion et se fixer un objectif plus haut que ce qu'on pense qu'on peut atteindre. Parce que c'est là qu'on va se dépasser. Il faut prendre des risques aussi. Donc, j'ai pris certains risques, créer un groupe environnemental, aller voir le directeur de l'école et dire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, élève du secondaire, je vais les régler. Et ça a été bien accueilli. Le pire qui aurait pu m'arriver, c'est non. Donc, il faut voir comme ça, c'est quoi les conséquences d'un risque. Il faut prendre des risques. C'est la seule chose qui va nous permettre de nous dépasser. Et même le non, ça peut être un non aujourd'hui. Et demain, ça peut être une autre réponse également. Ah, c'est clair. Un non, ça veut juste dire que c'est peut-être un oui plus tard. Donc, il faut réessayer sous différents angles. Et
Et je pense aussi que c'est ça que fait le succès des entrepreneurs qui ont réussi. Si on essaye quelque chose et ça ne fonctionne pas, il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut voir ça comme un apprentissage. Il faut faire une rétroaction. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est sûr que la chance est très importante, mais si on ne met pas toutes les préconditions pour que la chance nous sourie, c'est sûr que la chance ne pourra pas nous sourire. Pour terminer, Alexandre, quel est ton conseil pour les jeunes? Il faut prendre conscience de ces différences. Il faut les embrasser. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire avec cette différence que j'ai? Ça peut être une différence au niveau d'une passion, quelque chose que tu as envie de faire. Il faut que tes études servent à renforcer cette passion-là. Va à fond dans ta passion. Idéalement, il faudrait que ta passion elle puisse faire une différence. Parce que là, tu vas te sentir valorisé dans ce que tu fais, pas juste pour toi, mais pour les autres. La vie passe tellement vite. Donc, je pense que c'est important aussi de trouver un sens à sa vie. C'est sûr, quand on est très jeune, on le voit moins, mais plus on vieillit, peut-être on est content des choix qu'on a faits. L'argent. Le manque d'argent, c'est pas agréable, mais si votre objectif, c'est de faire de l'argent, ça va pas vous amener le bonheur. Vous devez vraiment faire quelque chose sur votre passion qui va changer la vie des autres et votre vie. Il faut faire des choses qui vont dépasser vos limites. Si vous mettez des objectifs très simples à atteindre, bien, vous allez juste atteindre ces objectifs-là. Visez haut. Sur ces sages paroles, Alexandre, merci. C'était un plaisir à vie. Puis j'espère que tu vas être en bonne santé pour le restant de tes jours, qu'on va te garder longtemps avec nous. Pareillement. Merci. Plaisir. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pulse Techno IA, les métiers du futur.